Alors, le défi du changement climatique, vous l'avez bien compris, la pénurie des ressources est vraiment omniprésent. Et la question, c'est comment bien continuer de vivre et pas seulement de survivre. Et il faut une stratégie à long terme, c'est bien ce qu'il faut dire, et que chaque nouveau projet doit s'inscrire dans cette stratégie. Mais le plus souvent, on espère que la solution se trouve dans le progrès technologique. Or, c'est peut-être penser un peu court. Il y a un homme que je vais vous présenter maintenant qui pense des choses bien différentes à ce sujet. Merci d'accueillir tout de suite avec moi ici, dans cette petite arène, Philippe Biwix. Le voici. Votre microphone est directement là. Bonjour Philippe, voilà, vous pouvez enlever le masque tant qu'on est ici. Merci. Vous êtes donc ingénieur, auteur de plusieurs ouvrages, en particulier, je dirais, The World Bestseller, L'âge des low-tech, d'ailleurs un livre pour les Allemands qui existe aussi en anglais, donc on peut le lire aussi en anglais. The Area of Low-tech, I suppose? Not the Age of Low-tech. Age of Low-tech, donc on peut le lire aussi en anglais. Et donc, vous êtes en plus depuis bientôt deux ans le directeur général de l'AREP, l'Agence d'architecture interdisciplinaire, une filiale de SNCF Gare et Connexion. Alors, M. Biwix, vous travaillez depuis très longtemps sur ces questions qui étaient déjà évoquées aujourd'hui, donc les questions des ressources et de leur pénurie et la technologie. Pourriez-vous d'abord partager avec nous votre regard sur ce secteur de la construction, donc le bâtiment? Oui, merci beaucoup Annette. Je ne sais pas si ça marche là, le micro. Oui. Je pense que le microphone fonctionne, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. Ok, super. Oui, du coup, alors peut-être pour rebrosser, se faire un petit peu peur et élargir un petit peu le débat, d'abord un peu ce qu'on consomme aujourd'hui à l'échelle mondiale. Donc pour se redonner un ordre de grandeur, on consomme à peu près 90 milliards de tonnes de ressources. Oui, attends, vous aviez bien raison. Non, pardon, il m'a fait comme ça, donc ça ne marche pas. On va juste attendre une seconde, ça marche maintenant? C'est un peu intermittent, ouais. Là je m'entends. Bon, là c'est bon, c'est venu. Donc recommençons. Vous avez commencé avec merci Annette, j'aimais beaucoup cette partie, donc recommencez. Donc, merci Annette, alors je voulais élargir un tout petit peu le débat et d'abord... Ah, toujours pas? Ah, attendez, vous inquiétez pas les amis, notamment dans le virtuel, tout petit problème technique, c'est la moindre des choses pour un congrès hybride. Ouais. Mais ça va. Alors, il faut que je lui passe mon microphone. Ah ben, ça, c'est pas bien parce qu'il faut que je lui parle aussi. Il faut que vous m'emmeniez un autre. Donc, allez, vous prenez le mien. Alors voilà, donc c'est du vrai. Oui, je voulais élargir un petit peu le débat. Non, ça marche pas. Dès que vous le prenez, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que je fais? Enfin, genre, c'est... Peut-être que c'est le siège. On va essayer. Désolée. Voilà, ça c'est la technologie qui me rattrape en fait, parce qu'à force de critiquer... C'est un problème de captation. Ouais, je sais pas. Bon, là, ça a l'air de marcher. Alors, c'est parti. Donc, je voulais juste vous faire une petite... voilà, merci Annette. Donc, après ce démarrage un peu difficile... Désolé pour ce petit problème. Donc, je voulais vous faire un peu... vous brosser un petit panorama de la consommation de ressources à l'échelle mondiale avant de redescendre sur la France et sur le secteur du bâtiment. Donc, aujourd'hui, l'humanité consomme à peu près, extrait en fait de son environnement au sens large, 90 milliards de tonnes de ressources. À peu près la moitié, ce sont des minéraux, des matériaux de construction, donc les granulats, etc., pour les bâtiments, les infrastructures. Un quart, à peu près, c'est extrait de la biomasse, donc on va dire voilà, le bois, les biomatériaux et puis surtout la nourriture. Et puis un dernier quart, ce sont les énergies fossiles et les minerais métalliques, dont l'acier, qui sert aussi beaucoup dans la construction, à peu près 40% qui sert dans la construction. Voilà. Donc 90 milliards de tonnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire à peu près... Allez, 11 tonnes par terrien. Évidemment, tout ça n'est pas tout à fait réparti équitablement comme d'habitude. Et donc, ça veut dire que voilà, à l'échelle d'une vie humaine d'un Français moyen ou d'un Allemand moyen ou d'un Belge moyen, eh bien, c'est à peu près 1000 tonnes de ressources qu'on va consommer dans sa vie si on a la chance d'être à peu près à la moyenne de l'espérance de vie. Bon. Donc ça, c'est le point de départ. Alors, juste pour se donner un ordre de grandeur, quand je suis né, voilà, il y a une cinquantaine d'années, en 50 ans, on a multiplié par 3 cette quantité de ressources. Et aujourd'hui, les agences internationales s'attendent à une multiplication par 2 à nouveau dans les, on va dire, 30-40 prochaines années. Donc on est vraiment dans une ponction énorme. Et donc 3/4 de ces ressources donc, sont extraites sont non renouvelables, hein, c'est-à-dire qu'elles ne se renouvellent pas à l'échelle humaine. Et on pourrait même dire que la biomasse aussi, pour partie, est non renouvelable parce qu'on a des pratiques agricoles qui ne sont pas forcément tout à fait renouvelables. Alors si je redescends maintenant sur la France, la France, voilà, on est à peu près dans la moyenne mondiale, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, chaque jour, chaque Français, on consomme à peu près
une trentaine de kilos de ressources, et puis on doit émettre à peu près une vingtaine de kilos de déchets, et puis il y a une partie qui est stockée, c'est l'augmentation du parc de bâtiments notamment. Voilà, hein, donc c'est quand on jette 1 kilo à la poubelle, on dit souvent c'est à peu près 1 kilo par personne et par jour, hein, la poubelle ménagère, pendant qu'il y a 1 kilo à la poubelle, l'industrie jette 4 kilos et le bâtiment jette 11 kilos. Hein, c'est à peu près ça l'ordre de grandeur de notre sac à dos écologique. Bon. Et puis évidemment, il y a toute la question de la consommation d'énergie, etc., qui a déjà été pointée par les autres intervenants dans l'introduction. Alors face à ce constat un petit peu terrible, finalement, on a plutôt tendance aujourd'hui, me semble-t-il, à effectivement convoquer la question du progrès technologique, de l'innovation technologique. Alors à l'échelle du bâtiment, ça va être effectivement de construire avec des nouveaux matériaux, peut-être biosourcés, ou plus légers, ou plus recyclables, etc. Mieux isolés, on va numériser aussi les bâtiments, faire des smart buildings, des bâtiments à énergie positive avec de la production d'énergie renouvelable, sans doute plus facile à accepter que les éoliennes dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est voilà, à l'échelle du bâtiment, on est sur cette logique-là. Et puis à l'échelle de la ville, c'est plutôt la smart city, hein, où on se dit finalement, grâce à des capteurs, grâce à des transports plus autonomes peut-être, grâce à de l'intelligence artificielle, on va finalement optimiser le métabolisme des villes. Et réussir à les réinscrire quelque part dans les limites planétaires. Alors, du coup, avec un peu d'intelligence artificielle, éventuellement, pour faire tout ça. Alors, cette vision assez sympathique et idyllique, alors qui ne retire pas des challenges qui ont été mentionnés, hein, sur les questions de massification, etc., mais pose quand même 3 grandes problématiques de mon point de vue. Alors, la première, c'est la question des ressources, effectivement. Hein, donc, le fait que, ça a été dit tout à l'heure, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de découplage inverse en disant qu'on avait plus construit de mètres carrés ou plus artificialisé que l'augmentation de la population. Eh bien, pour la consommation de ressources, c'est la même chose. En fait, on n'est pas du tout en train de dématérialiser, on n'est pas du tout en train de découpler. En fait, les flux aujourd'hui font qu'on extrait plus de notre environnement chaque année et plus vite, avec un taux de croissance plus rapide, en tout cas pour les métaux notamment, que l'augmentation du produit intérieur brut. Donc on ne dématérialise pas, au contraire, on est en train d'intensifier les usages de ressources. Et il est probable que, d'une certaine manière, la Smart City, les Smart Buildings, nous fassent aussi taper dans des ressources plus rares, hein, des fameux petits métaux un peu bizarres qu'on trouve un peu partout dans l'électronique, quand on va barder de capteurs la ville, quand on va faire des data centers derrière pour stocker les données, etc. Donc, une intensification du besoin en ressources. Le deuxième écueil, c'est ce que j'appelle moi le problème systémique, l'effet systémique, c'est de se dire finalement, toutes choses égales par ailleurs sur le papier, il y a des solutions qui paraissent tout à fait intéressantes. Je ne sais pas, la voiture autonome, elle me plaît beaucoup parce qu'on va pouvoir mieux partager les voitures puisqu'on va venir me chercher et puis elle va organiser finalement du covoiturage grâce à des services numériques optimisés. Voilà, la Smart City, pourquoi pas, après tout, si on est capable de réduire la consommation d'énergie, etc. Bon. Le problème, c'est qu'en fait, on a, pour faire fonctionner tout ça, eh bien, il faut regarder l'intégralité de la chaîne. C'est-à-dire qu'à l'autre bout, il va falloir stocker des données, il va falloir les traiter, il va falloir les analyser, etc. Et on sait que le coût du numérique, du système numérique est en train d'exploser. Alors, au niveau mondial, c'est déjà plus que le transport aérien, donc c'est quand même beaucoup. Hein. On estime que c'est de l'ordre d'1 milliard de tonnes de CO2 d'émissions par rapport à, je crois, à peu près 660 millions de tonnes pour le transport aérien. Donc c'est pas négligeable et ça croît plus vite que ne croissait le transport aérien avant Covid-19. Donc c'est très très rapide aussi. Et donc finalement, on se dit, ok, la Smart City, elle va peut-être être sympa, ok, les voitures autonomes, elle va peut-être être sympa, mais s'il faut installer un système numérique en face de ça qui coûte plus d'un point de vue environnemental que les bénéfices escomptés, eh bien, on n'aura rien gagné, on aura fait tourner la cage à hamster, mais on ne sera pas en train de se réinscrire. Or, c'est un petit peu ce qui se passe parce qu'on s'aperçoit qu'on arrive à estimer, et encore c'est difficile, le coût environnemental. Exemple, s'il faut faire un réseau 5G ou un réseau 6G pour faire fonctionner les voitures autonomes de demain, ça, on sait qu'il faut installer des antennes en plus, des réseaux télécoms en plus, etc. et des data centers, mais les bénéfices environnementaux, eux, ils sont moins évidents parce que qui est capable de me dire aujourd'hui ce qu'on va gagner grâce au partage des voitures autonomes, sachant que la voiture autonome, il y aura peut-être des voitures autonomes qui seront effectivement partageuses et puis d'autres qui seront
finalement le bureau mobile de papa ou de maman partant le matin et qui n'aura pas forcément envie de partager son espace où il sera en train où elle sera en train de faire une conf call sur Zoom ou sur autre chose. Voilà. Et puis il y a un troisième écueil, et la voiture autonome est un bon exemple pour ça aussi, c'est l'effet rebond. C'est-à-dire que finalement, oui, bien sûr qu'on invente en permanence des solutions techniques de plus en plus efficaces. On l'a toujours fait, c'est toute la trajectoire de l'humanité, quelque part depuis 2 siècles. Mais l'efficacité technique et technologique ne se traduit pas par une baisse de la consommation d'énergie ou de ressources. Pourquoi ? Parce que, en fait, à chaque fois qu'on fait de l'efficacité technologique, on va faire de l'efficacité économique. C'est normal, c'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs. C'est pour ça que les entreprises se battent pour avoir finalement des produits, des services qui vont consommer moins d'énergie, moins de ressources. C'est normal, c'est un facteur de compétitivité, c'est une réduction des coûts. Et bien du coup, ces services et ces produits vont baisser en prix et donc vont provoquer de la demande supplémentaire. Et donc globalement, chaque geste unitaire va consommer moins. Mais globalement, on consommera quand même de plus en plus. Et ça marche partout, malheureusement. Ça marche dans les voitures où les moteurs n'ont jamais été aussi efficaces, mais les voitures sont plus lourdes et plus performantes, donc elles émettent plus de CO2 que l'année précédente, en moyenne. C'est vrai dans le covoiturage de longue distance, où finalement, c'est bien, on pense qu'on va remplacer les voitures, mais en fait non, on provoque aussi des allers-retours possibles avec des étudiants qui vont aller boire une bière avec des amis, et je ne sais pas quoi. C'est très bien, tant mieux, mais sauf que voilà, on n'aura rien gagné. C'est vrai évidemment dans le numérique, c'est vrai dans l'isolation des bâtiments. Quand on isole un bâtiment, tous les grands bailleurs ou propriétaires savent que en fait, on ne gagne pas ce qu'ont calculé les thermiciens. On va perdre une partie, finalement, quand on isole une passoire thermique. La première chose, c'est que les gens vont avoir moins froid, donc vont quelque part avoir une température de confort, de fonctionnement qui va être différente. Il y avait un rapport tout à fait glaçant de la GDV en Allemagne, qui a fait beaucoup de bruit sur le fait qu'on n'avait quasiment rien gagné en ayant mis des dizaines de milliards d'euros sur la table et que finalement, tout avait été mangé par l'effet rebond. Je pense que c'est un peu extrême et ça demanderait à être réanalysé, mais voilà, il y a toujours quand même une partie qui est perdue par effet rebond. Donc voilà, ressources, effet système indésirable, je dirais rapport coût-bénéfice global, et puis effet rebond. Donc c'est une image assez... Ça y est, ça marche pour moi le microphone d'ici? Tout va bien? Tout le monde m'entend? Parfait, c'était vous. Donc c'est quand même une image un peu noire que vous décrivez là. Tous ces efforts faits depuis tellement longtemps avec très peu d'efficacité finalement énergétique derrière. Mais quand même, il y a des domaines dans lesquels l'humanité, notamment la France, a progressé, je dirais, comme le recyclage, le réemploi ou la construction bois. Même avec la pénurie, évidemment. Donc, ça va quand même dans le bon sens ou pas encore assez? Non, ça va tout à fait dans le bon sens, mais ça me fait penser à un quatrième écueil, à une quatrième difficulté, qui est la difficulté justement de la vitesse de déploiement, de la capacité à vraiment transformer des business models de manière suffisamment rapide. On a parlé tout à l'heure de la question de la massification sur les programmes d'isolation du bâtiment. C'est vrai qu'à la vitesse à laquelle on va aujourd'hui, il faut un siècle pour isoler correctement tous les bâtiments. On n'a pas ce temps-là devant nous. Donc il y a une vraie question autour de ça. Donc oui, je suis... bien sûr que je suis content qu'il y ait des idées, des initiatives sur le recyclage, par exemple sur le recyclage des granulats, même si on sait que c'est très, très compliqué. Je suis content qu'il y ait des initiatives et des réflexions sur le réemploi. Mais en fait, on voit qu'on se heurte effectivement à de grandes difficultés de déploiement. On a eu en fait un très mauvais exemple, et je pense dont on s'inspire en permanence aujourd'hui, et dont on ne devrait pas s'inspirer. Cet exemple, c'est le déploiement, la vitesse de déploiement du numérique, quelque part, des smartphones, des nouveaux usages autour de la mobilité et de l'Internet mobile, on va dire, qui s'est déployé littéralement à l'échelle mondiale extrêmement rapidement. Parce qu'en fait, on a installé ce qu'on appelle un macro-système technique supplémentaire, qui n'existait pas, qui est un réseau de télécom et d'Internet. Et on l'a fait à une vitesse effectivement tout à fait phénoménale. Peut-être en l'espace de 10 ans ou de 15 ans, même pas, le smartphone, on va dire, a conquis le monde. Et donc finalement, on se dit, maintenant, à chaque fois qu'il y a une nouvelle techno, on se dit, on va mettre 10 ans à faire tout ça, c'est bon. En 10 ans, on va réussir à installer, je ne sais pas, un système de transport hydrogène, on va pouvoir avoir des smart buildings partout, on va avoir des smart cities partout. Non, parce que là, en fait, il faut remplacer, il faut venir modifier plus profondément des business models. Et là, on se heurte à ce moment-là, on n'empile pas. C'est du remplacement qu'il faut faire. Et c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, l'exemple du réemploi me paraît
me paraît assez sympathique parce que voilà, le réemploi, tout le monde a envie de faire du réemploi. On sait que les bâtiments aujourd'hui qu'on doit réhabiliter profondément ou détruire n'ont pas été conçus pour du réemploi, donc ça pose un certain nombre de difficultés, bien sûr, mais au-delà de ça, il y a des difficultés techniques et réglementaires, enfin normatives quelque part, mais il y a aussi des problématiques économiques. C'est plus cher de démonter correctement, si je puis dire, un bâtiment pour essayer de maximiser le réemploi. Il y a des problématiques organisationnelles de stockage des matériaux, enfin voilà. Et du coup, on s'aperçoit que finalement, voilà, aujourd'hui, le réemploi, il reste tout à fait marginal, peut-être de l'ordre de 1%. Et encore, on pourrait discuter de la manière dont on fait ces calculs-là. Et puis, alors, vous citez la construction bois, bien entendu. Alors, le bois, c'est génial parce que s'il est exploité durablement, d'abord, c'est un stock de carbone. Donc, voilà, le mettre dans un bâtiment, ça va stocker le carbone, bon, très bien. Et puis, évidemment, bon, son coût, son énergie grise, son coût carbone gris est évidemment indéniablement plus faible que le béton. Hein. Le béton, ça va être très difficile, hein, parce que le ciment, déjà, enfin, c'est pas juste parce qu'il faut chauffer le calcaire pour faire du clinker, c'est juste que l'équation chimique pour faire du ciment nécessite d'émettre du CO2. Hein. Donc voilà, on a du carbonate de calcium. À un moment, on va passer au monoxyde de calcium. Voilà, ça va être très difficile de se passer d'une émission de CO2. Quoi. Alors après, on peut imaginer qu'on fait du captage à la source, du stockage. On peut encore convoquer d'autres choses, mais bon. Donc construction bois, très bien. Les progrès phénoménaux, incroyables. Enfin, ce qu'on arrive à sortir aujourd'hui en construction bois, je ne sais pas à combien on est aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si on est à R plus 12, R plus 10, j'arrive plus à suivre. Mais enfin, voilà, c'est tout à fait impressionnant. Très bien. Mais rappelons-nous les chiffres dont on parlait tout à l'heure avec la partie qui aujourd'hui est issue de la biomasse, et des biomatériaux, et la partie qui est issue de ressources non renouvelables. Hein, on était à 3/4, 1/4, mais 1/4 y compris la nourriture. Donc si j'enlève la nourriture, il ne reste plus grand-chose. Donc la proportion aujourd'hui des choses fait que si on devait continuer à construire autant qu'aujourd'hui, mais en éco-construisant tout, avec des biomatériaux, du bois, etc. Enfin, les forêts françaises ou les forêts européennes, ou ce que vous voulez, n'y suffiront pas. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'on s'est extrait au 19e siècle voilà, on était... Un sacré dilemme que vous décrivez. On était déjà dans du géosourcé, on était dans du biosourcé, pas de problème. D'ailleurs, bon, voilà, il y avait moins de forêts d'ailleurs au 19e siècle qu'aujourd'hui. Hein, c'est bien pour ça, parce qu'on les exploitait plus. Et on s'est extrait de ces contraintes grâce aux énergies fossiles, grâce au charbon, grâce à l'invention du ciment Portland. Voilà. Et donc, c'est ça qui nous a permis de construire autant. Mais si on doit se réinscrire aujourd'hui à la limite planétaire, on ne pourra pas continuer à construire autant. Donc, on a quand même cette équation-là qui est un peu complexe à résoudre. Alors, vous me faites un peu peur avec votre description du monde de demain parce que visiblement, on n'a pas assez de temps pour bien faire. D'ailleurs, je voudrais juste vous signaler déjà que vous pouvez évidemment dialoguer avec M. Biowix, notamment ceux qui nous regardent via écran. Donc, utilisez, si vous voulez, le chat. Et je vais essayer de voir les questions que vous posez pour pouvoir les transmettre. Mais j'ai encore deux questions avant d'ouvrir le débat donc à la ronde. Donc, il y a quand même une prise de conscience de la nécessité de faire bouger les lignes, ça on peut le dire, c'est arrivé aujourd'hui, mais la solution n'est pas encore claire. Les évolutions réglementaires, nous allons en parler beaucoup cet après-midi ou tout à l'heure, après la pause café plutôt, l'évolution de réglementaire, notamment européenne, et tout ce qu'elle implique au niveau national, des réflexions sur la résilience des territoires et la lutte contre l'artificialisation avec la sobriété foncière. J'aimerais bien que vous nous en dites un peu plus sur cela. Du petit lait tout à l'heure, hein, parce que tout le monde évidemment en a parlé, c'est l'éléphant qui était dans la pièce, mais maintenant tout le monde sait qu'il est dans la pièce, effectivement. Donc moi je salue, alors sur la question de l'artificialisation, d'abord, je salue la prise de conscience des pouvoirs publics à toutes les échelles, hein, y compris effectivement les enjeux qui sont explicités dans la nouvelle loi climat et résilience et voilà, même si on est encore on se projette sur 2050 avec une artificialisation nette égale à 0, et puis avec des enjeux qui, on l'espère, vont se transcrire assez vite, effectivement, dans les territoires, dans les SCOT et avec des échéances plus rapides que 2050, enfin, dans les 10 ans suivant le décret d'application de la loi, si j'ai bien compris. Le sujet à nouveau, c'est toujours que finalement, on aborde à date cette question de l'artificialisation toujours à volume égal de construction, bon an, mal an. Et qu'on va appliquer finalement deux recettes. Une première recette qui est une recette de densification, une recette de ville sur la ville, très bien.
Alors on sait que celle-là, elle est complexe et elle se heurte effectivement à un certain nombre de problématiques. Enfin, la ville dense n'est pas forcément si écolo, ça dépend des cas. Elle n'est pas forcément si bien accueillie. Bon, voilà, donc on va rentrer dans des enjeux un petit peu difficiles. Il y a des questions économiques, de dépollution ou autre. Bon. Et puis ensuite, il y a le problème, enfin, pour moi, on est un peu comme dans le carbone. Le zéro artificialisation net se fait aussi avec un flux de renaturation. Donc on va continuer à artificialiser, mais moins grâce à la densification. Et puis de l'autre côté, on va renaturer. Mais bon, voilà, à part les carrières et quelques trucs sur lesquels tout le monde va se jeter sans doute dans quelques années. Donc si vous voulez faire fortune, acheter des vieilles carrières, peut-être. Mais on va très vite se heurter, je pense, à une limite du flux de renaturation possible, parce qu'effectivement, les contraintes, là aussi, soit opérationnelles, soit économiques, vont être grandes. Donc moi, voilà, encore une fois, si on ne touche pas à l'invariant de la quantité à construire, ça sera difficile, à mon avis, de rentrer dans le zéro artificialisation net. Mais de la même manière, peut-être qu'on pourrait dire, si on ne touche pas au modèle économique profond, on aura du mal à atteindre aussi le zéro émission net. Donc c'est un challenge parmi d'autres. Sur la résilience, je voulais juste dire un mot, parce que le mot a été prononcé effectivement. Donc on a parlé tout à l'heure de questions de chaleur, de fraîcheur, d'adaptation au changement climatique. Alors il y a des trucs très à la mode, effectivement, sur la question de lutte contre les îlots de chaleur urbains, par exemple. Moi, je suis un petit peu inquiet sur ça. Enfin, je suis content qu'il y ait ce mot adaptation, parce que le coup est parti sur la question climatique, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'on prend ça un petit peu par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la population vieillissante, si ce que nous annonce le GIEC se passe effectivement, y compris dans ses composantes, je dirais, sociales, un peu et géopolitiques mondiales, je pense que notre problème en 2050 ne sera pas d'avoir trop chaud, trop de jours par an à tel endroit et de savoir comment on se rafraîchit. On aura un problème de résilience plus globale, qui sera une résilience, disons, économique, sociale, profonde. Et ce qui fait la résilience, si vous voulez, c'est pas le fait d'avoir les cantines bio qui s'approvisionnent dans les 70 km autour de la ville. C'est bien de s'approvisionner dans 70 km autour de la ville, ça fait tirer des filières, etc. C'est chouette. Mais le problème, il n'est pas là, quoi. C'est que si le jour en question, on l'a vu un petit peu, on a eu peur à un moment d'ailleurs dans la crise sanitaire, si à un moment, le problème, c'est la pièce détachée du camion pour transporter les patates, même de 70 km, vous verrez, c'est très dur de transporter des patates pour une population. Donc voilà, donc, moi je pense que la question de la résilience va être à prendre très très vite à un niveau bien plus large bien plus large que la question bâtimentaire ou la question du confort de la ville, quoi. Surtout, ce que j'entends aussi, que nous sommes beaucoup plus pressés de ce que nous pensons peut-être. Donc, vous dressez un tableau quand même plutôt sombre, il faut bien l'admettre. Surtout, donc, vous donnez aussi tout le sens au titre de ce congrès, To Build or Not to Build, parce qu'on dirait que votre préférence personnelle ira un peu vers ne pas construire, au moins pas de la même façon que c'est pour l'instant. J'aimerais bien que vous nous dressiez quand même une liste des choses qu'on peut faire après ce constat, encore une fois, assez sombre. Oui, alors j'entendais tout à l'heure que effectivement build or not to build or not to build avait été interprété comme finalement construction neuve ou réhabilitation. Moi, je ne prends pas effectivement ce message comme ça. Je le prends en fait entre construire et réhabiliter. Évidemment qu'il faut privilégier la réhabilitation par rapport à la construction neuve, mais ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Ou bien ne pas construire, effectivement, et trouver des moyens de ne pas construire ou de construire moins pour construire mieux. Donc, en fait, effectivement, c'est convoquer la question de la sobriété, de la frugalité, mais vraiment en amont. Le meilleur mètre carré, le plus efficace, celui qui n'a consommé aucune ressource, c'est celui qu'on n'a pas eu besoin de construire. Alors, ça paraît un peu... Alors, d'ailleurs, si on construit moins, du coup, on embarque derrière des facilités sur la question de l'artificialisation. Comme j'en parlais tout à l'heure, on peut faire vraiment du zéro artificialisation. Moi, j'appelle ça zéro artificialisation brute. C'est-à-dire de dire on sacralise les sols et on n'artificialise plus. Ce n'est pas une histoire de flux positif et négatif, on s'arrête tout de suite. Alors évidemment, on va dire tout de suite, mais c'est complètement hérétique, c'est idiot, c'est stupide, parce qu'on a besoin de logements, ça a été dit tout à l'heure, bien entendu, ok, des logements, des écoles, etc. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres un peu basiques. Si à nouveau on reprend juste l'hélicoptère 2 minutes, et même si ce n'est pas très écolo, et on décolle, on se met à quelques centaines de mètres de hauteur. Aujourd'hui, quand on a un habitant de plus en France, le solde, disons, démographique des expatriés qui s'en vont, d'un certain nombre de personnes qui arrivent, le solde de la natalité et de la mortalité, quand on a un habitant de plus, on met 2 logements en chantier. D'accord ? 200 000 personnes de plus par an, selon l'INSEE, 400 000 logements mis en chantier chaque année. C'est ça le truc. Donc déjà, c'est un petit peu bizarre. Alors oui, bien sûr, derrière, on sait pourquoi, il y a des familles recomposées, des évolutions sociologiques, etc. Bon, bien entendu, je comprends ça. Mais le vacant, en France, c'est 3 décennies de croissance démographique.
en mettant une seule personne dans chaque logement. C'est ça le taux, d'accord? Et ce vacant, il a bondi, enfin on peut aller regarder les chiffres, on peut aller se battre là-dessus. Donc, mais quel est le système complètement hallucinant et débile, excusez-moi le mot, d'attractivité territoriale, de métropolisation, de compétition des villes-mondes, je ne sais pas quoi, de territoire, qui fait qu'aujourd'hui, on a trois décennies de logements dispo, en gros, et qu'à chaque fois qu'on a une personne de plus, il faut construire 2 logements. Voilà, c'est ça le système dans lequel on vit. Donc, est-ce qu'on peut construire moins demain en utilisant mieux l'existant? C'est ça la question. Alors, ce n'est pas que du logement. Il y a la question du logement. On pourrait parler un peu de logement partagé pour réduire la taille, peut-être des mètres carrés qui ont aussi dérivé. Voilà, des nouveaux modèles. Mais ça ne marchera pas pour tout le monde. Ça dépend des parcours de vie, etc. Par contre, il y a des questions sur l'utilisation des bâtiments publics, il y a des questions sur les zones d'activité, sur des mutualisations possibles de zones logistiques, etc. Et aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont extrêmement mal utilisés. Je ne parle pas juste des stades de foot qui sont pas. Si je prends le nombre d'heures où sont utilisées les écoles, par exemple, une école, c'est en général très mal utilisé. C'est pas utilisé le soir, c'est pas utilisé la nuit, c'est pas utilisé le week-end. On pourrait faire, je sais pas, moi, des boîtes de nuit dans les écoles. Enfin, j'exagère un peu, je plaisante, mais l'élève seront non, mais, ou des médiathèques, des clubs pour les associations, etc. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Et des choses qui commencent à se faire. Enfin, y compris en termes d'espace public. Aujourd'hui, on ouvre des écoles, des cours d'école qui servent de parc le week-end, par exemple, pour les populations. C'est pas une hérésie, ça c'est un truc qu'on aurait dit, mais c'est pas possible. Or, avec des schémas de clés, avec les bons programmes, aujourd'hui, on peut commencer à le faire. Donc, il y a une foultitude d'innovations possibles, qui ne sont pas en fait des innovations techniques et technologiques, qui sont des innovations organisationnelles, qui sont des innovations presque culturelles, sur la manière d'utiliser le bâti existant, éventuellement avec de la réhabilitation légère, oui, éventuellement avec un petit peu de densification intelligente, un peu de rehaussement, mais qui permettrait de construire effectivement moins de mètres carrés. Et une fois qu'on a convoqué cette sobriété vraiment à l'origine, et une fois seulement qu'on a fait ça, alors on peut faire de l'éco-conception et aller chercher les biomatériaux, aller chercher tout ce qu'on veut, lutter contre l'obsolescence des lieux. Aujourd'hui, le carbone gris qu'on va mettre dans le bâtiment, on va le diviser par quoi? Par 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans? Aujourd'hui, les lieux, il n'y a pas que les objets qui sont victimes d'obsolescence, qui sont frappés d'obsolescence, il y a aussi les lieux. Et donc, comment on fait aussi des lieux qui seront plus adaptables, y compris avec les enjeux demain de changement climatique, de ville productive. Alors, il y a plein d'injonctions contradictoires dans tout ça. Il faut faire la ville productive, il faut faire la ville logistique, mais qui n'est pas bruyante, qui est renaturée, mais qui est densifiée. Bon, on voit bien que les challenges sont partout, mais en tout cas, on peut aller convoquer toute une série de choses. Et les architectes, les maîtres d'œuvre sont prêts. Voilà, c'est juste une histoire de commande derrière, mais voilà, sont prêts à faire cette mutation-là. Mais il me semble aussi que vous parlez notamment d'une mutation, je dirais, presque philosophique autour du bâtiment, que ce n'est pas évident de parler de construire, de ne pas construire ou de réutiliser le réemploi dans un congrès avec les professionnels du bâtiment entièrement, mais il faut un changement de philosophie. Si vous le voulez bien, je vais commencer à vous poser les questions qui se posent dans le chat. D'ailleurs, merci beaucoup de participer à cela. Donc, il y a un membre de ce congrès qui écrit « Une des solutions n'est pas de ne pas... Une des solutions, n'est-ce pas, de ne pas opposer systématiquement les filières bois-béton, mais de favoriser la mixité des matériaux. Toutes les filières font des efforts aujourd'hui pour baisser leur impact carbone, notamment la filière cimentière. Les nouveaux ciments et le captage du CO2 sont prometteurs. » Donc là, c'est un peu... C'est quelqu'un qui ne pense pas ne pas construire, mais de construire différemment. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je ne veux pas rentrer dans une polémique technique trop longue, mais sur le fait de mélanger, enfin moi j'ai pas de problème, je suis pas dans une logique de puriste à dire il faut forcément que ça soit tout bois ou tout biomatériaux ou pas. Il y a des choses où voilà, quand on descend un peu en infrastructure, ça va être dur d'éviter le béton. On peut évidemment mixer des choses. Moi j'ai aucune difficulté, aucun problème là-dessus. Là où j'ai plus de là où je pense qu'on se trompe vraiment, c'est la question du ciment par exemple bas carbone, je sais pas comment on l'appelle, bas carbone ou plus bas carbone, etc. Bon, il faut aller voir derrière parce que si vous voulez, ça réutilise par exemple des laitiers de hauts fourneaux acier. Et l'acier, lui, se revendique aussi bas carbone avec les mêmes économies que celles qui sont faites dans le ciment. Donc les deux filières, en fait, chacune font leurs calculs tranquillement. Bon, donc il y a déjà un petit peu de contrat là-dessus. Quant à la question de
de la capture et du stockage du CO2, c'est quelque chose qui nous emmène malheureusement un peu trop loin techniquement, encore une fois, par rapport aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. C'est-à-dire que oui, effectivement, les cimenteries ou les hauts fourneaux sont des endroits où il y a effectivement des émissions de CO2 qui sont voilà, locales et concentrées, et donc auxquelles pourraient s'appliquer plus facilement finalement des dispositifs de stockage. Mais encore une fois, ça consomme de l'énergie. Ensuite, il faut se dire où est-ce que j'envoie ça. Je le compresse et je le transporte dans des pipelines de X centaines de kilomètres pour aller le mettre ensuite en stockage géologique souterrain à des endroits qu'on aura identifiés, mais dont on ne sait pas si ça pètera pas dans 200 ou 300 ans avec des fissures et je ne sais pas quoi. Donc on est encore très loin. Je sais qu'effectivement, dans tous les rapports de l'Agence internationale de l'énergie, y compris le GIEC d'ailleurs aussi, convoque de manière légère mais visible cette question de la capture. Mais il ne faut pas compter dessus pour l'instant. C'est vraiment un levier qui est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre que d'économiser les mètres carrés. Je vais aussi évidemment vous donner la possibilité de lever le doigt, mais je vais encore avant vous poser une question qui vient donc de notre public virtuel. Le réemploi est cher aujourd'hui, mais demain, le coût des matériaux monte. Ça pourrait être encore plus finançable et assurable. Je ne suis pas sûre que ça se dit comme ça, mais je pense que vous comprenez le sens de la question. Oui, ça me permet de réagir sur la question du comment on fait ça, parce qu'on n'en a pas tout à fait parlé. Donc, et du coup, le fait que le réemploi soit cher. Donc, effectivement, le réemploi est cher, et en plus, c'est effectivement potentiellement un parcours semé d'obstacles pour tous les acteurs qui veulent en faire. Donc, du coup, c'est un très bon exemple. On peut tirer ce fil-là sur deux choses, finalement, semble-t-il. Un, le rôle de la maîtrise d'ouvrage. Une maîtrise d'ouvrage qui a envie, une maîtrise d'ouvrage qui expérimente, une maîtrise d'ouvrage qui titille son bureau de contrôle, qui titille les assurances, qui titille les maîtres d'œuvre, eh bien, ça permet de faire des choses. Et y compris, il y a des solutions quand même dérogatoires sur des questions d'assurance, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je suis sûr que tout le monde connaît ça. Et ça, c'est effectivement une question tout passera par la commande. C'est-à-dire qu'il faut que les maîtres d'ouvrage aient envie de se faire opérer pour que l'opération se mène. Et la deuxième chose, c'est la question du rôle de la puissance publique. Et donc, j'en viens à la question du réemploi qui est cher. La puissance publique, elle a un rôle, évidemment, donc on a dit réglementaire, normatif, très bien, elle avance sur le sujet. Elle a un rôle prescriptif, à travers à nouveau la commande publique, ce qu'elle achète, etc. C'est loin d'être négligeable. Et donc, elle peut être aussi pouvoir d'entraînement, d'exemplarité, inciter, créer, tirer des filières. Donc ça, c'est effectivement, je suis sûr qu'on est déjà un peu là-dessus. Et puis, il y a la question fiscale, effectivement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a une fiscalité qui est essentiellement mise sur le travail humain. Ça s'appelle les contributions sociales. Donc c'est très bien, ça permet de payer la sécurité sociale, les retraites, le chômage. J'ai pas de problème avec ça, l'assurance chômage. Donc c'est parfait, mais c'est assis sur le travail humain. Et les ressources et l'énergie, il n'y a presque rien. Et donc, à chaque fois qu'on doit faire un arbitrage entre des choses qui sont intenses en main-d'œuvre, c'est-à-dire de démonter, de stocker, de réparer, de faire durer, et puis des choses qui ne sont pas intenses en main-d'œuvre et très automatisables, c'est-à-dire en gros broyer, jeter, voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut comprendre que c'est à peu près comme ça que ça marche. Et bien, du coup, c'est toujours la solution, évidemment, la moins chère, c'est celle qui n'a pas de travail humain. Donc, il y a, me semble-t-il, mais c'est vrai, ça va au-delà de la question du bâtiment, mais ça peut marcher dans le bâtiment, une vraie question fiscale de soutien de la transition, qui irait d'ailleurs dans le sens de la compétitivité de la France, à mon avis, parce qu'évidemment, si vous avez du travail humain qui est moins cher et que vous avez monté d'autres choses, des TVA ou je ne sais pas quoi, ou des taxes sur les ressources, ça permet de rééquilibrer par rapport aux imports-exports, vous avez compris. Donc voilà, il y a une vraie question sur la trajectoire, sur cette trajectoire fiscale. Alors, ça pourrait peut-être se faire avec des petits coups d'accélérateur dans le domaine du bâtiment, sur des questions de TVA différenciées, il y a déjà des choses, mais on pourrait aller plus loin, effectivement, pour privilégier le réemploi, qui est quelque chose qui est quand même mieux que le recyclage. Parce que le recyclage, il embarque toujours de la dégradation, du downcycling, comme disent les Anglais. C'est-à-dire que, malheureusement, je peux vous garantir qu'un profilé aluminium de fenêtre refera jamais un profilé aluminium de fenêtre. Il fera une pièce de fonderie auto, peut-être. Un verre plat du bâtiment refera jamais un verre plat. Il fera un verre bouteille. Les granulats, on n'arrivera pas à les utiliser exactement dans les mêmes usages, etc. etc. Donc, le recyclage, c'est un pis-aller qui doit être convoqué de manière ultime, après le fait d'avoir fait durer, d'avoir réparé, d'avoir pris soin,
et je rejoins aussi la question esthétique. C'est pas parce qu'un truc... Beau, la notion du beau, il mais faut surtout pas la négliger. Si je vais me taper sur les doigts en rentrant dans mon agent d'architecture si je parle pas du beau aussi et de l'esthétique, donc évidemment. Mais le réemploi peut être ultra esthétique, c'est hallucinant. Enfin, il y a quand même quelques trucs emblématiques qui existent, y compris à l'étranger, qui sont tout à fait incroyables. Voilà. Et donc, le recyclage n'arrive qu'au bout du bout. Il ne devrait pas être pris comme aujourd'hui. Un petit peu, on se jette en économie circulaire sur la question du recyclage, mais ça devrait être le tout dernier bout. J'aime beaucoup vos thèses. Je les appelle quand même les thèses parce qu'elles sont un peu provocatrices par rapport à ce que se fait aujourd'hui. Alors, je m'adresse à vous, chers membres ou participants à ce congrès ici au Conseil, pour poser vos questions à M. Bewix. Et merci de vous présenter avant de poser votre question et d'allumer et éteindre votre microphone après. Merci. Bonjour, vous m'entendez ou pas? Parfaitement bien. Bonjour, je suis Bertrand Chauvet, je suis délégué régional d'une structure qui s'appelle l'Agence Qualité Construction à Strasbourg. Monsieur Bewix, moi, ce qui me frappe dans vos analyses, c'est pas tant leur pessimisme, parce que j'ai l'impression que pour qui veut bien regarder et chercher, en fait, ce sont des analyses qu'on trouve assez régulièrement, assez souvent, qui sont tenues malgré tout par beaucoup de gens. Ce qui me frappe davantage, c'est que ces analyses soient faites et soient tenues par un ingénieur centralien. A priori, vous n'êtes pas formé pour remettre en cause la technologie, les solutions techniques. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le parcours intellectuel finalement qui vous a conduit de l'école centrale à cette remise en cause, ou en tout cas à cette critique, ce scepticisme peut-être face aux solutions techniques et technologiques? Oui, merci. Donc même si j'ai une barbe de 3 jours, ce qui est tout à fait à la mode maintenant, je suis pas un écolo barbu, je sais pas quoi, sorti de... Non, je pense c'est l'aspect vraiment factuel qui m'amène à ça. C'est-à-dire que, et vous seriez surpris de comment aujourd'hui, moi je le constate à la fois dans les interventions que je fais dans des écoles d'ingénieurs ou de design ou d'architectes ou des écoles de commerce même nombreuses, et comment les jeunes accrochent avec ce discours, parce que c'est un discours extrêmement factuel. Enfin, malheureusement, il suffit de prendre le chiffre, de voir la réalité des choses. Et alors après, on peut... Voilà, exactement. Et j'ai d'ailleurs pas du tout été militant dans ma jeunesse et j'en tire aucune fierté. C'est pas, voilà, c'était pas le moment sans doute. Et je faisais trop d'équations. Donc c'est uniquement factuel. Et en fait, c'est quelle est face à la palette de leviers. Moi, je conteste pas l'intérêt possible d'innovation technologique. C'est-à-dire que moi, je suis ravi qu'il y ait des robots qui assistent les chirurgiens, que j'ai la radio numérique quand je vais chez mon dentiste. J'ai pas du tout envie de revenir au dentiste des années 70. Mais je pense qu'on doit faire preuve de techno-discernement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans des gadgets. Les technologies, les hautes technologies, le numérique, les capteurs, l'électronique embarquée, miniaturisée, ce sont des choses qui sont qui consomment de précieuses ressources, qui les consomment de manière inéluctable. Je voudrais préciser qu'il y a à peu près une trentaine de métaux sur la soixantaine de métaux qu'on utilise dans le monde, enfin dans notre système industriel et commercial, qui sont recyclés à l'échelle mondiale à moins de 1%. C'est-à-dire zéro en langage non technocratique. Pourquoi zéro? Parce qu'en fait, c'est utilisé en toute petite quantité dans plein de produits électroniques miniaturisés, donc les capteurs de la Smart City de demain, etc. Donc pas récupérable, sûrement pas récupérable économiquement, mais presque même technologiquement, parce que trop mélangé. Donc on a créé de l'entropie pour les amateurs. Du coup, voilà, on a des précieuses ressources. Il faut savoir où on les met et où on les utilise. Il faut décider où on utilise. Donc il y a une question d'utilité qui n'est pas du tout évidente, parce que d'un point de vue, disons, social et sociétal, la question d'utilité, elle peut faire débat. Qu'est-ce qu'un service essentiel? Au premier confinement, en France, en tout cas, je ne sais pas comment ça a été en Allemagne ou en Belgique, mais en France, le service essentiel, c'était le papier toilette, par exemple, où les gens faisaient des stocks. Bon, et puis pour d'autres, au bout de quelques semaines, on s'est aperçu que c'était les librairies. Il y a des gens qui voulaient ouvrir les librairies. Bon, ce n'était pas pour les mêmes usages, enfin, j'espère. Mais du coup, ça fait toujours débat. En fait, voilà, c'est normal qu'il y ait un débat sur l'utilité. Mais du coup, voilà, oui au progrès technologique, pourquoi pas, à condition qu'il soit mis effectivement au service de la transition environnementale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement, ou trop insuffisamment. Donc voilà, moi, c'est juste le ultra factuel. Alors ensuite, évidemment, je sais bien que cet horizon il y a peut-être un horizon un peu utopique pour l'instant à dire on va travailler moins, on va construire moins et puis on va installer les gens à l'Alpe d'Huez et je sais pas où dans le centre-ville où il y a des maisons toutes moches avec la route départementale et les camions qui passent au milieu. Évidemment, je conteste le rêve, l'envie pour les gens de s'installer avec un pavillon, un jardin pour les enfants, etc. C'est pas ça la question. Mais c'est de dire, mais on a installé un système absurde qui nous oblige, enfin,
tourner cette cage à hamster. Et on doit réfléchir ça, parce que sinon, en fait, on ne réussira pas la transition. Démontrer même mathématiquement, si j'ose dire. Je trouve que c'est un formidable coup dans la fourmilière que vous donnez, messieurs Bewix. Et d'ailleurs, ce que trouve aussi une des personnes qui nous regarde virtuellement, qui écrit « Excellente présentation, messieurs Bewix. Que pouvez-vous nous dire des lobbies des fabricants? Et si les architectes sont prêts, que dire de toute la filière derrière ?» L'entreprise, c'est une organisation qui est là pour optimiser sous contrainte. On va dire. Donc, elle est mise sous contrainte, de ressources humaines, de capacité à recruter, pas recruter, à former, à déployer, etc. Moi, je pense que je veux pas par-ci par-là, bien sûr, bien entendu. Qui font des isolants non biomatériaux, on ne va pas les accuser de faire du lobbying. C'est pas le cas. Moi, non, je crois que moi je m'entends. En tout cas, il me semble que ça marche. Non, mais je m'entends ailleurs que dans ma voix. Ça va reboucler le cycle parce que je crois qu'on arrive au bout de. Mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, les entreprises en fait aujourd'hui sont traversées par des lignes de fracture, elles aussi. Je veux dire, vous seriez, enfin, il y a des patrons d'entreprises qui ont envie de faire bouger leur modèle. Il y a évidemment les collaborateurs des entreprises ont envie de faire bouger les modèles. Les actionnaires parfois ont envie de faire bouger les modèles. Simplement, on est dans un dilemme du prisonnier. Vous savez, c'est le premier qui bouge, qui se fait shooter, donc qui se fait harakiri. Donc, moi, je crois que si on est capable de donner une visibilité réglementaire, normative, législative, une vraie trajectoire aux entreprises, elles s'adapteront. C'est la destruction créatrice schumpeterienne. Voilà, à un moment, on a fermé les mines de charbon, on a fait d'autres trucs. Et bien, demain, peut-être, voilà, on adaptera les filières et on fera plus de, je sais pas quoi, de chanvre, de laine, de paille et autres joyeusetés. Mais de nos jours. Donc tout est possible. Donc, est-ce qu'il ne faut pas une très forte incitation de la part de l'État? Est-ce que ce n'est pas lui qui est le premier qui doit bouger, vraiment, dans ce sens que vous décrivez? Moi, je vais en mettre au moins un, comme ça sera mon dernier but de guerre sur la question donc, de la zéro artificialisation à nouveau. J'avais fait une tribune, coécrit une tribune dans Libération il y a quelques mois en disant décentraliser pour cesser d'artificialiser. Je pense que les territoires, à leurs échelles, donc métropole, villes, communes, etc., ne réussiront pas à faire le zéro artificialisation net sans une impulsion étatique d'une nouvelle décentralisation, une nouvelle ère de décentralisation, parce que je n'ai pas parlé de toutes les opportunités. Il y a quand même des opportunités de télétravail, alors qui peuvent créer un peu d'effet rebond aussi, sur des transports ou sur le chauffage du logement à la maison, même si on peut très bien pour ne pas chauffer. Mais voilà, il faut qu'il y ait une impulsion de décentralisation. Il y a des bureaux qui doivent se transformer, qui vont se transformer en logement. Il y a plein d'opportunités. Mais il faut juste qu'on arrête la métropolisation. Il faut démétropoliser. Il faut que les SM vers les villes moyennes, que les villes moyennes SM vers les villages, vers les bourgs, etc. Et c'est là et à cette échelle-là que la transition sera beaucoup plus facile à faire. Je veux dire, à l'échelle d'1 million d'habitants, en fait, vous verrez que la résilience, si on regarde vraiment les paramètres, c'est un truc très compliqué. Donc voilà, si on veut arrêter ce stupide ratio de 1 habitant pour 2 logements mis en chantier, il faut aller réinvestir du vacant. Et pour le réinvestir, c'est d'avoir une vie bonne et des trajectoires de vie dans les territoires. Et ça doit être impulsé à toutes les échelles des institutions. Un exemple. Oui, un exemple. Et après, une autre question. Truc stupide pour les gens. Avant de boire un café. Cette histoire de microphone devient compliquée. Est-ce que la technique pourrait, s'il vous plaît, nous aider pour qu'il y ait un temps, qu'il y ait un son plus constant? Le tout dernier truc, voilà. Sinon, je vous redonne mon microphone qui semble... Tiens, on va réchanger un coup. Peut-être ça marche. On est bien serein parce qu'à une époque, on devait être tchac avec la lingette et tout. Là, on est tranquille. Donc, ça va mieux? Voilà. Donc, juste un exemple stupide. Le logiciel Parcoursup pour les amateurs. Ouais. Mettez-vous debout. Finissez par... Ah ouais, ça va être. Il y a un côté trop institutionnel, mais voilà, je voulais juste vous donner un exemple tout à fait stupide de rôle de la puissance publique qui est aujourd'hui à l'inverse possible. Eh bien, aujourd'hui, on se plaint tous du manque de logements étudiants. Ça fait partie.
Alors, il y a eu des décalages aussi, hein, parce qu'il y a une époque, moi, quand j'ai fait mes études, c'était un internat, chacun n'avait pas son logement. Enfin bon, donc là aussi, il y a des décalages de confort, etc. Mais je ne vais pas vous convoquer Zola et vous dire que c'était des années terribles, c'est pas vrai. Donc, le logiciel Parcoursup aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas de critères de proximité géographique. Donc, en gros, eh bien, vous avez les étudiants de la France entière qui postulent pour les écoles et les filières de la France entière. Et donc, vous allez avoir des étudiants bordelais qui vont aller faire leurs études à Strasbourg et des étudiants strasbourgeois qui vont faire leurs études à Bordeaux pour les mêmes écoles, pour les mêmes filières. Ben ça va créer des besoins supplémentaires, sauf si, évidemment, il y avait des mécanismes avec des parents qui, du coup, loueraient leur chambre de l'ado qui est parti, il y a des ados qui arrivent, mais c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Mais voilà, donc ça, c'est un exemple de rôle de la puissance publique qui, finalement, accélère nos problèmes au lieu de les ralentir et de favoriser une transition et une certaine démobilité là où il y aurait de l'intelligence à mettre. Voilà. Regardez, non, restez là, on prend chacun, on va improviser. Donc, qui voudrait encore poser une petite question avant, je vous en prie, avant notre break café, je vous en prie. Merci de vous présenter, utilisez votre microphone et l'éteindre après à nouveau. Merci. Philippe Jourdain, Fédération du bâtiment Grand Est. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots comme cas concret de la lutte qui a abouti à l'abandon du projet Gare du Nord? Ouais, je ne suis pas tout à fait habilité, donc ça nous amènerait vraiment très très loin. Il faut s'en tenir à effectivement ce qu'a exprimé le SNCF Gare et Connexions sur le sujet, c'est-à-dire un projet qui dérive en coût et en délai de manière incompatible en fait avec les conditions de la concession et qui a amené aujourd'hui à remettre en cause ce projet. Donc effectivement, maintenant il y a un plan B qui sera beaucoup plus léger, effectivement, qui a pour but d'amener, je pense, des vélos, du confort, de la signalétique, d'amélioration de parcours, et qui doit être compatible avec les échéances 2023-2024, et sur lesquelles, effectivement, AREP est engagé, va être engagé aux côtés de son actionnaire et client préféré, Gare et Connexions. Merci. Ben voilà, disons, la SNCF a décidé de faire not to build. Donc, ils sont tout à fait révolutionnaires, si j'ose dire. Et Monsieur Leroy souhaite aussi poser une petite question. Je vous en prie, Monsieur Leroy. Je voulais dire à Monsieur Biouix que ces analyses sont extrêmement pertinentes et très rationnelles. La difficulté, c'est que j'ai l'impression qu'on gomme aussi, et c'est pas du tout un procès d'attention que je vous fais, la notion de rêve et d'envie. Or, effectivement, si on prolonge votre discours et si on le prolonge à l'extrême, ça donne pas envie de vivre l'avenir, quoi. Et la difficulté, c'est que notre culture est différente et qu'il va falloir adapter les constats que vous faites, qui sont parfaitement fondés, je ne les conteste pas du tout, à l'envie de tout être humain de vivre mieux demain et d'aimer l'avenir. Je prends l'exemple, vous avez évoqué tout à l'heure le problème de l'artificialisation. J'ai conduit pour le compte de la région le premier SRADET. Et quand on allait expliquer à des élus qu'il fallait consommer moins d'espace, on avait l'impression que leur rêve était en train de disparaître. Ils ne pourraient plus faire le lotissement dont ils rêvaient et pour lesquels ils ont été élus. Et notre référentiel culturel, il va mettre des dizaines et des dizaines d'années à évoluer. Je pense que la direction que vous donnez est la bonne. La difficulté du politique, c'est de faire accepter ça. Parce que c'est un discours sacrément... Tout à l'heure, le terme de pessimiste a été évoqué, mais quelque part, c'est avant tout du réalisme. Mais le problème, c'est qu'on est une société où on promet toujours plus. Quand demain, aujourd'hui, tous les jeunes rêvent du nouvel iPhone, quelque part. Or tout ça est absurde. Et toute la société de consommation s'est bâtie sur cette envie de plus. Or, comment on fait admettre aux gens qu'il faut vivre avec moins? Enfin, c'est vraiment un sujet sociologique, politique, culturel, presque plus que celui d'un centralien. Mais pour le coup, votre analyse se heurte à cette difficulté-là, quoi. Oui, alors je suis tout à fait conscient des limites et surtout de mes propres limites, du fait que je ne sois pas ni politologue, ni sociologue, ni anthropologue, voilà. Donc, et que tout ça, évidemment, embrasse des questions plus larges. Donc moi, j'alerte juste sur la question technique en disant il y a un problème, c'est que le truc boucle pas, ça ne va pas marcher. Alors, moi, je ne remets pas en cause l'envie de la France pavillonnaire, quelque part, qui a été effectivement, voilà, qu'on n'arrête pas, sur qui on n'arrête pas de taper parce que le périurbain consomme des mètres carrés, et en plus, c'est pas bon pour les transports en commun. Mais il y a peut-être d'autres types de rêves d'habitat individuel à faire, qui est plus serré, qui est en lanière, avec du mitoyen. La meilleure isolation, c'est le voisin. Donc, d'avoir plutôt du pavillonnaire mitoyen, par exemple, c'est des manières de faire des choses. Il y a des choses à reprendre sur
dans les zones d'activité, peut-être dans les zones commerciales, où aujourd'hui les choses évoluent aussi, il y a possibilité de faire un petit peu de bâti, etc. Donc je pense qu'il y a toute une série de sujets possibles. Mais effectivement, la question des imaginaires, la question de l'envie du futur, elle est très importante. Et d'ailleurs, mon dernier bouquin s'appelle « Le bonheur était pour demain », qui est un espèce de clin d'œil entre le bonheur est pour demain, ou bien on l'a raté. Enfin bon, et c'est surtout que la technologie nous promet toujours le bonheur pour demain, jamais pour aujourd'hui. C'est toujours les villes de 2040 seront géniales, vous verrez. Or, le bonheur, on en a besoin dès maintenant, bien entendu. Mais je pense qu'il y a des référentiels, encore une fois, où bien sûr que les rêves, les populations ont des rêves, mais ces rêves sont manipulés. Ça s'appelle la propagande publicitaire, ça s'appelle... Voilà. Donc, je vais prendre juste un exemple, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Il y a une autre sobriété dont on n'a pas parlé, qui est la sobriété d'usage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a construit le bâtiment, on parlait tout à l'heure de fraîcheur, en fait, c'est de dire, est-ce qu'on ne doit pas réapprendre, par exemple, à isoler les corps en hiver plutôt qu'à isoler le bâtiment. C'est beaucoup plus rapide d'enfiler un pull, beaucoup plus rapide d'adapter le... Bon, et on n'est pas en train de revenir à l'âge de pierre, on est en train de revenir aux années 70. Les années 70, il y avait la puissance publique faisait des pubs en disant le pull vert, votre meilleur outil anti-gaspi. Dans les années 70, après le deuxième choc pétrolier, d'accord. Après Fukushima, au Japon, le Premier ministre venait exprès avec un pull. Voilà. Donc, aujourd'hui, on pourrait dire que les émissions de télévision de l'hiver, par exemple, où tout le monde est habillé comme en été, non, ça ne devrait pas être le cas. Enfin, voilà, donc il y a aussi en fait une sorte de manipulation. Alors c'est une manipulation un peu cynique peut-être, mais la manipulation cynique existe déjà malheureusement, mais dans le mauvais sens. Donc je pense que là encore il y a un pouvoir d'entraînement quand même. Il y a une envie. Je pourrais prendre un autre exemple sur la question de la reconquête de l'espace public une fois que la voiture a été un peu ostracisée. Alors aujourd'hui, c'est plutôt dans les grandes villes et centres-villes, mais demain, ça pourrait être aussi ailleurs. Quand vous libérez l'espace public de la voiture et de sa dangerosité et de son bruit, vous pouvez aussi avoir les enfants qui rejouent dans la rue, d'une certaine manière. Et donc, vous avez peut-être besoin d'un petit peu moins de place dans votre propre logement. Bon, ce sont des référentiels culturels là aussi. En Asie, par exemple, les gens, ils mangent beaucoup à l'extérieur. Donc, du coup, la notion de cuisine et de salle à manger dans les appartements en Asie, c'est un référentiel qui est différent. Voilà. Donc, il y a des choses qui peuvent aussi évoluer comme ça, à mon avis, et dans le bon sens. Et donc, voilà, effectivement, ensuite, c'est tout le rôle du politique et de la démocratie de réussir à poser le débat plus sereinement possible, y compris effectivement dans certaines déclinaisons locales. Et encore une fois, je pense qu'il y a des questions d'échelle à laquelle les choses doivent se traiter. C'est clair qu'à l'échelle de la commune, mettre le pistolet sur la tempe du conseil municipal avec les pressions qu'ils ont sur ce qu'ils vont passer en ZAU ou pas, vu les pressions économiques qu'il y a derrière, parce que si vous faites le calcul de coin de table, le flux financier des plus-values d'artificialisation est supérieur aux revenus agricoles. En fait, notre système agricole tient aujourd'hui, d'une certaine manière, en moyenne. Évidemment, tout ça est inégalement réparti, mais sur les flux financiers d'artificialisation, c'est quand même un truc de barge. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas payer aujourd'hui nos... Voilà. Donc ça devrait peut-être remonter à un niveau au-dessus, etc., etc. Donc il y a plein de choses à faire. Merci beaucoup, Monsieur Bouwix. Je crois un applaudissement de tonnerre pour avoir partagé avec nous. Votre masque est juste à côté. J'ai mis votre masque là. Merci beaucoup d'avoir partagé avec cette analyse vraiment pertinente et je trouve très intéressante la dernière question des rêves, mais je suis aussi d'accord, d'autres rêves sont possibles et peut-être un peu moins capitalistes et consommatrices, mais des rêves d'un vrai meilleur demain, avec notamment le bâtiment durable, absolument formidable au centre de tout ça. Donc, pour ceux qui sont ici à Strasbourg, c'est l'heure d'un petit café ou d'un thé, juste dehors. Et pour ceux qui nous regardent de l'autre côté de l'écran, vous avez maintenant aussi la possibilité de boire un café ou un thé, ce que vous avez peut-être déjà fait tranquillement chez vous. Mais vous avez aussi 4 options précises avant qu'on se retrouve ici. Je propose à 11h05 pour donner le temps au temps. Donc, vous pouvez soit vous informer sur les qualifications OPQIBI RGE, ne croyez pas que je sache ce que je suis en train de dire, en études thermiques réglementaires et études ACV. Et c'est Nathalie Chang en personne qui va vous expliquer tout ça. Et après, vous avez aussi l'option de regarder tous les projets présélectionnés pour le prix Envirobat Grand Est 2021 dont les lauréats seront connus tout à l'heure vers midi. La 3e possibilité, c'est de vous promener dans le salon virtuel et d'échanger avec les exposants ou alors
vous faites, quatrième option, du B2B. Vous rencontrez d'autres gens dans l'espace virtuel. Soit vous l'avez déjà préparé en amont, ou alors vous y allez tout franco, comme vous avez envie pour échanger. Merci beaucoup pour dire jusqu'ici. Et on se retrouve dans 25 minutes à 11h05 précise pour revenir ici. Merci beaucoup. À tout à l'heure.